Et c'est parti pour un nouveau coup de pouce pour la planète. Coup de pouce pour la planète, c'est l'émission de TV5 Monde qui, chaque semaine, donne la parole à ceux qui s'engagent pour le développement durable. Tout de suite, on regarde le sommaire et on se retrouve juste après. Patrick investit ses allocations chômage pour réaliser des films à l'autre bout du monde. Portrait d'un éco-citoyen ultra engagé. En France, il y a les poubelles bien visibles, ramassées chaque matin, et les autres déchets toxiques pendant des milliers d'années et disséminés un peu partout. Séquence éco-geste pour faire vos courses, l'affaire est dans le sac. Dernier épisode avec Monsieur Roger de Madagascar, grand défenseur des ressources halieutiques. Et cette semaine, l'invité de Coup de pouce pour la planète s'appelle Yolaine Delabigne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité, d'avoir accepté notre invitation. Alors on va faire un petit peu, on va rappeler qui vous êtes, chroniqueuse à France Info dès 1989. Tout le monde se souvient de quelle époque épique. En 1992, un petit tournant, vous dites adieu à Paris. Toute la famille va s'installer en Bretagne. 2001, licencié de Radio France. 2006, création de la Fête Nat, première fête de l'écologie et de la nature. Et puis 2007, création de Néoplanète, l'un des premiers magazines gratuits sur l'environnement et sur le développement durable. C'est quoi exactement Néoplanète? Le premier. Néoplanète, alors aujourd'hui c'est et un magazine et un site web et une web radio. Donc l'idée c'est d'un trimédia qui soit sur 3 valeurs. La gratuité, c'est très important parce qu'on dit toujours que l'environnement c'est fait pour les bobos et pour les gens qui ont de l'argent. Donc l'idée c'est vraiment que n'importe qui, même quelqu'un de fauché, puisse prendre le magazine ou écouter la radio. Ensuite, c'est quelque chose de très populaire. Moi, je tiens à ce que ce soit très populaire, donc proche des gens. On ne va pas vous faire 6 pages scientifiques sur le réchauffement climatique, mais on va parler de je mange quoi, je bouge comment, je m'habille comment, je vais où en vacances. Et puis un journal positif, ça c'est mon grand dada. Donc donner une vision positive des choses en montrant que c'est un bouleversement du monde, mais qu'il y a des gens qui font des choses formidables, des innovations, que dans les laboratoires ça travaille, qu'il y a des sociétés qui bougent, etc., etc. Alors d'accord, on va continuer sur le thème de votre engagement, mais d'abord peut-être un petit commentaire sur l'image de la semaine. Cette semaine, nous avons retenu celle de cette montagne de déchets, la décharge d'Entressan, près de Marseille, dans le sud de la France. 80 hectares à ciel ouvert, c'est la plus grande décharge d'Europe. En tout cas, c'était, puisque cette décharge, elle va enfin fermer. Il aura quand même fallu 8 ans de tergiversation, de réflexion, mais ça y est, c'est fait. Un incinérateur va prendre le relais. Cette décharge existait depuis 1912 et c'est en 2002 que Bruxelles avait réclamé sa fermeture pour nuisance environnementale. Yolaine Delabigne, pour vous, ça illustre quoi? L'impuissance des pouvoirs publics, le retard d'une prise de conscience? Ça illustre surtout une société qui est devenue complètement folle. Quand on a 1 kilo de déchets par jour et par habitant maintenant, donc c'est délirant. Donc à la fois l'impuissance, peut-être un peu des politiques, mais qui sont un peu mis devant le fait accompli, mais aussi notre responsabilité à chacun d'entre nous. Je crois qu'il faut que tout le monde s'y mette, les politiques, et puis nous essayons de faire moins de déchets et de donner un peu plus de sens aux choses. Un effort individuel. Voilà, il faut prendre les choses à la base. Collectif. Il y a les deux. Mais il faut... Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Néoplanète, c'est un magazine gratuit, c'est aussi un site internet, donc là encore, gratuité. Et nous nous sommes demandé si c'était un modèle économique viable. Est-ce que c'est possible de vivre gratuitement, en tout cas en proposant des services gratuitement, en ce qui concerne la presse en tout cas? On va regarder tout de suite ce que Mylène Girardot et Jean-François Becquet ont ramené de leur petite enquête. Les sites sur le développement durable bourgeonnent sur la toile. Pour l'internaute, pas de surprise, tout est gratuit. Gratuit, oui, mais pas pour tout le monde. Qui paie les salaires, les bureaux et tous les autres frais? A priori, la publicité. Mais encore en faut-il assez pour vivre? L'équipe de Bioaddict en sait quelque chose. 4 personnes œuvrent sur ce site mis en ligne en juin 2009. Avec 20 000 visiteurs uniques par mois, Bioaddict compte encore peu d'annonceurs. Alors chacun travaille chez soi pour économiser les frais de bureau. Seul un journaliste est salarié. On vit principalement de la publicité. De là à dire qu'on en vit vraiment, tous, non, pas encore. Bientôt,
Ça viendra. Sortie de métro, commerce de proximité, les journaux papier ont trouvé un mode de diffusion peu onéreux. 200 000 exemplaires mensuels revendiqués pour le journal Together, un gratuit lancé il y a 2 ans. Ce magazine de la Terre et des Hommes est réalisé par 3 permanents, des intermittents et une armée de bénévoles. Disons que la première année a été très dure. Là, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on existe. On commence à aller dans la bonne direction au niveau financier. Donc c'est dur, mais on commence à trouver notre chemin. Le chemin, c'est une diffusion à 80% sur Paris pour limiter les coûts. La création d'éditions locales pour trouver de nouveaux annonceurs, mais aussi des abonnements payants pour les entreprises et les institutions. Le développement durable gratuit, en ligne ou sur papier, l'aventure ne fait que commencer. Alors Yolande Delabigne, question simple, hein, mais vous gagnez votre vie avec Néoplanète? Mal pour l'instant, mais on se débrouille. Moi, c'est pour ça que j'ai fait le trimédia et qu'en fait, j'essaye de jouer un peu sur les 3 tableaux. Alors, c'est vrai que le site, c'est très compliqué, il faut être clair. Le magazine, parfois, ça marche. Là, la semaine du développement durable, c'est un bon mois. Il y a des moments, c'est plus difficile. La radio, pour l'instant, ça passe plutôt bien. On vend en fait des chroniques sponsorisées. Et ça marche très très bien parce que la radio c'est plus léger, c'est moins coûteux, etc. Donc en fait, l'air de rien avec les deux, du coup on s'en sort mieux. Et puis c'est vrai que c'est ce que vous disiez, on a beaucoup de bénévoles. Nous on a beaucoup de gens passionnés qui viennent par pur plaisir. Catherine Chabot qui est notre experte sur la voile, Sandrine Segovia-Koenig a monté une association sur les médecins et l'environnement. Donc tous ces gens par passion viennent alimenter le site et la radio. Et les financements ils viennent comment? C'est uniquement purement la publicité? Ah bah oui, et puis quelques abonnements, mais ça commence. Mais alors, vous l'avez dit, un trimédia, magazine, site internet, web radio, c'est une véritable agence de presse. C'est une agence de presse. Empire, oui, non. Ouais. J'ai monté une agence de presse avec la commission paritaire, la totale. qui en fait surfe sur la vague du développement durable. Tout à fait, absolument, tout. On est entièrement spécialisé là-dedans. Tous les 3. Donc c'est une vague, c'est très à la mode, non? Moi, je dirais d'abord que je m'y suis intéressée avant que ce soit à la mode. Et si c'est très à la mode, tant mieux. Alors là, moi, je suis vraiment pour les gens qui... Plus c'est à la mode, plus on en parle, plus ça fait avancer la cause. Donc tant mieux. C'est pas assez à la mode, hein, si je puis dire. Parce qu'en ce moment, quand on voit l'après-Copenhague, les histoires éco-sceptiques, allègres, etc., on se dit que c'est... Pour l'instant, ça passe un peu de mode et c'est bien un problème. Donc, pas de souci là-dessus. J'ai pas d'état d'âme, moi, sur le fait que ce soit à la mode. Alors, vous avez prononcé le mot sceptique. Moi, je vais vous proposer le coup de pouce de cette semaine. C'est justement un sceptique, un homme qui a carrément honte d'être humain. Patrick Rouxel estime que la planète se porterait bien mieux si l'humanité n'était pas là. C'est un peu radical, pourtant. Patrick Rouxel a réalisé un documentaire plusieurs fois primé à travers le monde. Il raconte la longue agonie de Green, un orang-outan d'Indonésie. Pas de commentaire, juste la force des images. Signe particulier, son film, il l'a réalisé sans aucune aide, juste avec ses allocations chômage. Une rencontre signée Mylène Girardot, Jean-François Becquet. Il se sent plus à l'aise dans la forêt équatoriale que dans les rues de Paris. Patrick Rouxel est intermittent du spectacle, mais quand il ne travaille pas, le Français part à l'autre bout du monde, filmer cette nature qu'il adore et les industries qui la détruisent. Il réalise des films de sensibilisation qu'il finance avec ses allocations chômage. Pour limiter les coûts, il écrit, tourne et monte ses films tout seul. Le fait de ne pas avoir de financement, en fait, permet d'une part d'être complètement libre, parce que personne ne me met la pression pour faire mon film d'une façon ou d'une autre. Je fais exactement le film que j'ai envie de faire. Bien sûr, je pourrais accepter de l'argent de Total ou de L'Oréal ou de EDF, comme le font certains. Mais jamais je le ferai, je pense, parce que je préfère rester pur. Son film Green nous fait partager les derniers jours d'une femelle orang-outan, victime de la déforestation en Indonésie. Une œuvre atypique, émouvante, qui a reçu pas moins de 16 récompenses internationales et disponible gratuitement sur le web. Autant j'accepte facilement le fait que l'espèce humaine arrive à sa fin, et je lui souhaite, parce qu'elle est tellement destructrice et tellement cruelle. Mais ce qui me rend triste, c'est que dans le sillage, on emporte autant d'autres espèces qui sont innocentes et gentilles et qui n'ont jamais fait de mal à personne.
Lui, il a un regard de citoyen, c'est avant tout ça. Donc, ce qui l'intéresse, c'est que les gens qui regardent ses films se fassent une idée par eux-mêmes. Donc, aucun commentaire, donc aucun jugement. Plus je vieillis, plus ma sensibilité devient accrue et je supporte moins tout ce que je vois. Je l'intègre et puis je le ressors avec des films en essayant de partager ça avec d'autres. Après la forêt indonésienne et les orang-outans, Patrick Rouxel espère voir son nouveau film sélectionné au prochain festival de Cannes. Alors Yolène Delavigne, trop radical ou pas assez? Forcément un peu radical, mais alors après chacun a sa radicalité. Moi je suis devenue végétarienne à cause de la cause animale. Donc ça après chacun c'est un peu un combat personnel. Il faut quand même savoir qu'il n'y aura plus d'orang-outans en 2025, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une urgence. Et je comprends qu'on soit très ému par la destruction qui se passe actuellement. Il y a les orang-outans, mais il y a tout le reste. Et de là à souhaiter la disparition. Bien sûr, mais là je pense que... Mais il y en a, hein, il y a des tas de mouvements, No Kiddings, etc. aux États-Unis qui sont très radicaux. Mais ça c'est toujours le problème du militantisme. Dans toutes les causes, vous avez toujours des fous furieux et puis vous avez des gens un peu plus timorés, heureusement. Enfin timorés, c'est pas le mot, mais un peu plus nuancés, heureusement, bien sûr. Alors, je voudrais revenir sur les financements. Patrick Rouxel se dit pur, mais il profite quand même un peu du système. Il s'appuie sur ses allocations chômage pour aller faire ses films. Oui. Vous portez quel jugement là-dessus? J'en porterai pas, mais tout ça là aussi c'est pareil. Le côté pur, ça me fait un peu rire, quoi. Si vous voulez, il y a un moment. C'est pas possible de s'affranchir totalement des puissances de l'argent. Ça veut dire quoi la pureté? Alors moi, là aussi, j'ai pas d'état d'âme. Je pense que les sociétés doivent être aidées par des gens comme nous. Nous, on aide des entreprises qui ont envie de travailler là-dessus, et on leur donne notre expertise, et eux, ils nous permettent de vivre. Je veux dire, c'est un système marchand, parce que sinon, on s'en sort pas. Si vous voulez, dans ce cas-là, il faut ne jamais payer d'impôts pour qu'il y ait des télévisions, ne jamais aller acheter dans ce cas-là de quoi manger parce que vous savez pas comment c'est fait. Enfin, on s'en sort pas. Le système est ainsi fait. Je crois que si vous gardez votre déontologie, si vous gardez votre âme et si vous êtes sur le respect et l'éthique, ce qui pour moi sont des valeurs extrêmement importantes, après il n'y a pas de souci. Je veux dire. Et puis surtout, il faut dire les choses. Nous, on n'a jamais de problème parce qu'on dit les choses. Si c'est un public reportage, c'est marqué en haut avec le logo et c'est bien clair. C'est identifié. Voilà, c'est identifié. Donc vous savez, l'internaute ou le lecteur, il n'est pas idiot. Les gens ont une grande maturité là-dessus. Donc c'est fini l'époque où on pouvait un peu les entuber entre guillemets. Donc, bon, la pureté. Alors justement, dans cette émission, on dit aussi beaucoup de choses et c'est la séquence coup de gueule de l'émission. France Vaillant a voulu dénoncer une forme de pollution dont on parle peu. À l'heure où certains pays annoncent un retour à l'énergie nucléaire, une question, on fait quoi des déchets radioactifs? Parfois la réponse a de quoi faire peur. Regardez. C'est une pollution silencieuse, invisible et mortelle. Cette pollution, c'est celle des déchets radioactifs issus d'anciens sites miniers, des sites autrefois spécialisés dans l'extraction d'uranium et qui ont fermé leurs portes en laissant sur place leur poison. En France, dans ce village du Cantal, à Saint-Pierre, un lotissement a été construit sur des résidus radioactifs. Et si vous demandez où se trouve l'ancien concasseur d'uranium, les plus informés vous répondront qu'il a été reconverti, tenez-vous bien, en mur d'escalade. Même chose à Guignon en Saône-et-Loire. Sous le parking de ce stade de foot reposent près de 30 000 tonnes de déchets radioactifs. Et à La Chaux, dans le Puy-de-Dôme, on a découvert d'inquiétants niveaux de radiation dans la cour de l'école. C'est la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Car du côté des autorités, c'est toujours « dormez bien, braves gens, tout est sous contrôle. Cela n'a aucun impact sur votre environnement et votre santé. Vous pouvez irradier de bonheur ». La France et la Lituanie sont les deux pays au monde les plus fortement dépendants du nucléaire pour leur production d'électricité. On compte en France, répartis sur tout le territoire, plus de 200 sites miniers truffés d'uranium. Une pollution dont tout le monde se fout ou presque, elle tue chaque année 2500 personnes par cancer. Alors Yolène Delavigne, le nucléaire, un des grands combats de l'écologie, vous êtes pour ou contre? Oh, bon, on ne peut pas être pour, forcément. On est contre tout ce genre de... Mais c'est très complexe, en fait. C'est très compliqué parce qu'on ne sait pas très bien comment faire, etc. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut surtout aider les énergies renouvelables. Donc, lutter contre les lobbying. On en revient toujours un peu à la même chose. Et puis, j'espère que nos scientifiques vont trouver des solutions pour ces déchets radioactifs. C'est vrai que c'est un vrai problème. De toute façon, personne ne peut le nier. Alors, pour l'instant, on ne sait pas très bien comment faire. Vous parlez des énergies renouvelables, mais pour
l'instant, ça Non. coûte très très cher. Ça coûte très très cher à installer. Parce qu'il n'y en a pas assez, c'est toujours pareil. Comme ils n'arrivent pas à s'installer, tant qu'il n'y a pas de marché, ça reste marginal, donc c'est très cher. Alors, Donc qu'est-ce qu'on il faut fait absolument... on dit au revoir au pétrole, on dit au revoir au nucléaire et on multiplie les éoliennes, on multiplie le photovoltaïque. Oui, photovoltaïque, géothermie, il y a énormément de choses avec la mer qui sont très très intéressantes. Donc il faut multiplier toutes ces pistes-là en abandonnant petit à petit en effet tout ce qui est pétrole et tout ce qui est nucléaire. Et Alors, bon, c'est pas encore fait, hein, il y a encore du travail. Allez, c'est l'heure de l'éco-geste. Comme chaque semaine, il nous est proposé par nos confrères de Télé-Québec. Vous pensiez faire ce qu'il faut en utilisant plus de sacs plastiques? Eh bien, regardez, on peut encore aller plus loin dans la démarche. On voit de plus en plus de gens apporter leur propre sac à l'épicerie. Beaucoup d'épiciers ont pris l'habitude de vous demander si vous avez besoin d'un sac lorsque vous passez à la caisse. Un consommateur responsable, vous vous êtes peut-être procuré un panier ou un sac de tissu pour faire vos courses. Mais les bonnes intentions ne sont pas toujours suffisantes. On oublie le panier dans le coffre de la voiture, on laisse le sac de tissu à la maison et on finit par demander des sacs de plastique à l'épicerie. Il existe maintenant des sacs de nylon, aussi petits que pratiques. Ils se rangent dans une pochette que vous pouvez glisser dans votre sac à main ou dans vos poches de manteau. Ils sont aussi petits qu'un étui à lunettes, mais contiennent autant qu'un sac régulier. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Il n'y a donc plus de raison de ne pas apporter votre petit sac à l'épicerie. Il suffit cependant de ne pas le perdre. Alors, Yolène Delabigne, vous êtes une écologiste de la première heure. Est-ce que vous avez votre sac réutilisable sur vous? Bien sûr, j'en ai plein partout dans les affaires, j'en ai partout, bien sûr, j'ai des Vraiment sacs, etc. Ah oui, oui. Et puis je fais d'autres choses. Parce que le sac, c'est un symbole, parce que c'est vrai que c'est devenu un peu le symbole de la société de consommation et de cette façon qu'on a de jeter n'importe quoi, puisque elle l'a pas dit, mais ça met entre 1 et 4 siècles à se dégrader dans la nature, donc on est dans le délire total. Il y a ça à faire, mais je dirais que c'est quand même un symbole, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Ce que je trouve intéressant, moi, dans l'écologie, contrairement à ce que les gens disent, ils disent, oh là là, il faut retourner en char à bœuf, etc. C'est l'horreur. Non, c'est retrouver du sens, redonner du sens aux choses et retrouver des gestes simples mais sympathiques. Donc, en effet, avoir un joli cabas plutôt qu'un sac dégueulasse en plastique, manger moins mais mieux, les gens mangent beaucoup trop, manger moins de viande, cuisiner un petit peu soi-même quand on a le temps, évidemment, se laver d'une façon un peu différente rapidement et pas pendant des plombes avec un gel douche qui va mettre très longtemps à être rincé. Oui, il y a des tas de petits gestes comme ça. De temps en temps, aller à pied pour aller chercher ses enfants à l'école, ça fait du bien. Tout ça, c'est le développement durable. Oui, vraiment... tout ça, c'est des petits gestes qui font que vous retrouvez le sens des choses, le sens de la terre, le sens de la nature, et que surtout vous donnez du sens. C'est-à-dire que pourquoi je fais ça? À quoi ça sert? Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour l'humanité? Est-ce que c'est bon pour la planète, etc. Tout à l'heure, vous me disiez que vous êtes végétarienne depuis très longtemps. 22 ans. Je suppose que vous mangez bio. Oui, bien sûr. Ça coûte cher, ça aussi, le bio. Oui, mais alors pour moi, c'est vraiment un acte politique. Alors justement, je mange moins. Mais je mange bio au maximum, sauf quand vraiment je trouve pas, mais j'essaye vraiment de manger bio. Ça, c'est pour moi, c'est comme d'aller voter, c'est très important. Je veux soutenir cette filière et aider les agriculteurs qui ont le courage de se lancer dans l'agriculture bio, ce qui n'est pas évident, et ils ont beaucoup de mal. Donc pour moi, c'est vraiment, je préfère mettre 30 € de plus dans une journée, et par contre acheter moins de tous les trucs, genre Nutella, etc. pour les enfants. Donc j'essaye petit à petit, surtout avec ma dernière, de changer les choses, et je vous assure, ça marche quand avec vous les voyez, enfants. C'est sont réceptifs? C'est pas facile, non, c'est pas facile, mais voilà, c'est une éducation. Mais vous savez, quand on voit, regardez un jour, amusez-vous à regarder ce que les gens ont dans leur caddie. Quand on me dit que c'est cher, moi je veux bien, mais vous regardez ce qu'ils ont dans leur caddie, le nombre de trucs qui coûtent cher, qui sont mauvais pour la santé, mauvais pour la planète, et dont ils n'ont pas besoin. Déjà, achetez que l'essentiel. Déjà, c'est ça. Uniquement ça, déjà, c'est formidable pour la planète, c'est meilleur pour votre ligne, vous grossirez moins et c'est meilleur pour votre santé. Alors, vous voyez, et du coup, ça coûte pas plus cher parce que vous n'aurez pas acheté plein de chewing-gum et de trucs qui servent à rien. Et le message est donc bien passé. Achetez moins. C'est l'heure donc du feuilleton de Coup de pouce pour la planète. Les aventures de Monsieur Roger, suite et fin. Monsieur Roger apprend aux pêcheurs de Madagascar à préserver les ressources halieutiques et vous allez voir comment il a réussi à instaurer des règles très strictes pour préserver ces ressources. Nous allons plonger dans la mer, nous allons compter des poissons. Des relevés périodiques dans la mer, c'est une solution imaginée par Roger pour faire accepter aux pêcheurs l'idée de réserve permanente de poissons, de trésors inviolables. L'implication des villageois est donc essentielle.
Dernier jour avec Monsieur Roger et ses experts en conservation marine, une équipe formée en 2003 pour réagir à l'alerte des pêcheurs côtiers. Le poulpe, qui génère plus de la moitié des revenus des villageois, diminuait en taille et en quantité. Roger a alors instauré une loi locale interdisant la pêche au poulpe et le principe a depuis évolué vers des fermetures saisonnières. Aujourd'hui, c'est la petite île d'Andragnombal qui ouvre son aire de pêche. C'est la réunion des villageois pour préparer la descente au site. Parce qu'il y a beaucoup de gens venant des autres villages qui arrivent ici, ils ne connaissent pas le règlement des gens ici. Horaire d'ouverture, prix de vente du poulpe et méthode de capture. Les règles sont exposées publiquement, ne manque qu'une bénédiction et la pêche au poulpe est officiellement ouverte. Les hommes filent au large, ils pêchent en apnée et les femmes traquent l'animal à marée basse à l'aide d'un harpon. Le poulpe, rusé, se niche sous les coraux et se recouvre de débris de coquillages. C'est là qu'ils pondent les œufs, c'est là qu'ils se cachent le jour, car ce sont des animaux nocturnes. Et ils sont en train de percer le trou pour voir s'il y a un poulpe ou c'était un ancien repère de poulpe. Ah, voilà, ils l'ont eu. Les lois locales interdisent désormais de renverser le corail, c'est-à-dire de casser la roche, pour mieux saisir le poulpe. Roger garde donc un œil avisé. Sur l'autre rive, la collecte de données scientifiques s'organise. Dates, poids, horaires, marées. Il s'agit de comprendre comment le climat et donc les saisons influent sur les phénomènes de reproduction. Malgré ces zones d'ombre, l'espèce, aujourd'hui, n'est plus menacée d'extinction. En 2003, la capture de poulpe s'élevait à 25 kg par pêcheur maximum. Et maintenant, c'est combien? Là, on attend environ 60 kg par pêcheur et par jour. Succès biologique et commercial, puisque le poulpe s'exporte en Europe, au Japon et à l'île Maurice, l'opération doit surtout à la confiance des villageois en leur leader. Leader communautaire. Leader communautaire. Je n'y avais jamais pensé. Mais chez nous, le plus petit savoir que tu possèdes, tu l'appliques et ensuite tu peux l'enseigner, le partager. À partir de là, ça vient tout seul d'être leader. Aujourd'hui, Monsieur Roger est un modèle en matière de leadership écologique. Une vocation innée peut-être, mais des atouts sûrs, l'humilité et la volonté. La sauvegarde de la pêche à Madagascar, un reportage signé Agnès Fèvre et Lionel Delabigne. Là, on est vraiment dans le développement durable. C'est une initiative individuelle qui devient collective. Bravo, parce que là, c'est typique. C'est-à-dire que c'est l'intelligence des gens, leur courage, parce que c'est pas facile. Et à partir de là, quand on disait tout à l'heure, moins mais mieux, tout en protégeant la planète, et ça permet de faire vivre. En plus, Madagascar, c'est un endroit magnifique. Voilà, typiquement, un endroit qui est riche, avec des gens merveilleux. Il y a de quoi vivre merveilleusement bien. Et on est en train de foutre en l'air cette île, ce continent, cette île, en déforestant, etc. Donc des initiatives comme ça, c'est formidable, vraiment formidable. Il est beau ce reportage, j'adore. Et la semaine prochaine, à nouveau feuilleton, nous vous emmènerons dans les coulisses d'une aventure hors du commun, celle du tour du monde en avion solaire. On va passer à la séquence coup d'œil de l'émission. Climate Action a utilisé un gag vieux comme le monde pour nous montrer que les arbres, c'est nécessaire. Regardez. Vous avez vu rire? Oui. Il faut quand même un peu d'humour. On a le droit d'être écolo et d'être un peu rigolo aussi en même temps. C'est ça pour vous aussi, l'écologie, c'est la légèreté? C'est de la vie, c'est l'amour de la vie, l'amour des autres, l'amour de la planète, des animaux, de tout. Donc ça rend heureux. Moi, je pense que c'est une forme de bonheur. Donc là, ça paraît pas comme ça, a priori, à première vue, mais je pense que c'est une forme de bonheur différent, plus simple, plus intelligent, plus raisonné, mais ça rend pas très heureux, nos sociétés délirantes où on consomme comme des malades, etc.
dira sinon ça sert à quoi? Regardez où on en est aujourd'hui, hein. La crise économique le prouve bien. Donc il faut se calmer et juste réfléchir à notre bonheur et à l'humour, ça serait bien. Alors on arrive au terme de cette émission et comme chaque semaine, je fais un cadeau à l'invité. Je vous donne 40 secondes au cours desquelles vous allez nous donner votre coup de pouce pour la planète. Attention, top chrono. L'association Chendukwa ici et ailleurs, qui défend les Indiens Kogi, qui sont les derniers descendants des grandes civilisations précolombiennes et qui sont complètement coincés par la déforestation et qui sont en train de mourir. Et un jour, Éric Julien a été sauvé par des Indiens Kogi. Il leur a dit « je reviendrai un jour et moi aussi je vous sauverai ». Donc il a créé cette association et il rachète de la terre. Donc il faut les aider parce qu'on achète comme ça. Là, ils sont en train d'acheter une vallée entière, aidés par des gens comme Pierre Richard. Et là, c'est à la fois sauver des hommes, la planète, tout un savoir, des rituels. Et ça, c'est vraiment un joli geste, et pour l'homme et pour la planète. Merci beaucoup, vous nous rendez 5 secondes. Merci beaucoup, Yolène Delabigne. On va rappeler juste le numéro 13 de Néoplanète qui affiche en une un certain Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe à l'occasion de la sortie du nouvel album du célèbre anti-héros de BD. Et puisque Gaston œuvre pour la biodiversité, si j'ai bien compris. Absolument, c'est un écolo avant l'heure. Merci Yolène Delabigne, c'est la fin de Coup de pouce pour la planète. Je vous dis au revoir. Vos coups de gueule pour la planète, vos coups de cœur pour la planète, vos éco-gestes nous intéressent. Vous nous en dites plus sur notre site www.tv5monde.com/C2P. Rejoignez aussi notre communauté Facebook. Et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne francophone.